Salam alaikum. Bonsoir, Sahaftarkum tout le monde. Donc, j'espère que le premier live a été bénéfique. J'attends toujours d'avoir les questions posées par la majorité des étudiants qui ont suivi ce live pour pouvoir répondre à toutes ces questions lors du dernier live qui va être, Inch'Allah, le 20 mai, comme une révision de tout ce qu'on va voir ensemble. Donc, 5 TD et le cours des viroses vésiculopustuleuses qui va être, Inch'Allah, le 17 mai. Aujourd'hui, on va voir un autre thème qui fait partie toujours des TD programmés pour les étudiants en quatrième année médecine de la faculté de médecine d'Alger et qui passe souvent au service à l'hôpital d'El Kettar. Donc, on va voir le syndrome méningé et encéphalique. Quels sont les objectifs pédagogiques de cette présentation? Tout d'abord, c'est reconnaître un syndrome méningé et ou encéphalique. Après ça, c'est poser l'indication de l'APL et donc quand on pose l'indication de l'APL, il faut la faire, ça devient une urgence. Ensuite, par rapport à toutes les urgences, il faut savoir les planifier et les prendre en charge selon le consensus algérien de la prise en charge des méningites bactériennes. Également, en pratiquant la PL, on doit retirer de LCR et donc il faut savoir interpréter les résultats de ce LCR pour pouvoir faire une démarche étiologique par rapport à l'aspect de LCR et par rapport aux paramètres de l'étude cytologique, bactériologique et biochimique. Il faut connaître les différentes étiologies des méningites et enfin, dans certaines situations, on est emmené souvent à parler de méningisme. On va vous montrer c'est quoi le méningisme. Alors, c'est quoi un syndrome méningé et c'est quoi un syndrome encéphalique? Le syndrome méningé est l'ensemble des manifestations cliniques qu'on appelle syndrome méningé fonctionnel et ou physique, avec une perturbation de LCR, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de signes cliniques qu'on va regrouper sous le nom de syndrome méningé qui peut être fonctionnel et ou physique. Et quand on pratique la ponction lombaire, le LCR est pathologique, c'est pas un LCR normal. Ce syndrome méningé révèle essentiellement deux étiologies. Soit une méningite, qu'elle soit infectieuse ou non infectieuse, ou bien une hémorragie méningée. Pour les deux cas, il s'agit d'une urgence à prendre en charge en milieu hospitalier. Pour le syndrome encéphalique, c'est l'ensemble des signes encéphaliques, donc des signes des fonctions supérieures, donc qui touchent l'encéphale et qui peuvent être isolés. Alors à ce moment-là, on parle souvent d'encéphalite ou associé à un syndrome méningé et là, on parle d'une méningoencéphalite. Comment reconnaître le syndrome méningé sur le plan clinique? Tout d'abord, on doit rechercher les signes fonctionnels de ce syndrome méningé. Les signes fonctionnels, le maître symptôme étant la céphalée. C'est des céphalées inhabituelles, en casque, souvent qui sont rebelles au traitement antalgique. Avec la céphalée, on aura des vomissements et qui ont des caractéristiques d'être des vomissements faciles en jet. Donc, ça soulage un petit peu la céphalée, mais ça reprend avec la reprise de la céphalée. À côté de ces céphalées et de ces vomissements faciles en jet, on peut avoir chez certains patients une constipation. Donc, il faut aller la chercher parce que le patient avec la céphalée et les vomissements, il va oublier souvent de vous signaler qu'il est constipé. Et
une sensibilité à la lumière, donc les personnes ne supportent pas vraiment la lumière et on parle là d'une photophobie. Ces signes fonctionnels diffèrent d'un patient à un autre. Il y a des patients qui vont uniquement se plaindre des céphalées, qui sont plus ou moins tolérables, de vomissements et d'une photophobie. Il y en a d'autres qui ont des céphalées vraiment insupportables. Elles sont tellement importantes que l'ouverture des yeux est quasi impossible à cause de la photophobie et les vomissements sont continuels. Également, il y a des vomissements qui sont répétés, facilongés et qui ne soulagent pas les céphalées. À ce moment-là, il faut craindre essentiellement un syndrome d'hypertension intracrânienne. Ça, c'était pour les signes fonctionnels d'un syndrome méningé. Pour les signes physiques, on doit rechercher le signe majeur dans le syndrome méningé qui est la raideur de la nuque. Alors, comment mettre en évidence la raideur de la nuque? On va mettre le patient en décubitus dorsal. Donc, les membres inférieurs en extension. Également, donc, c'est le vrai décubitus dorsal. On va essayer de faire une antiflexion de la nuque. On va demander au patient de se relâcher. On va mettre la main droite sous la nuque. On va essayer tout d'abord avec la main gauche de faire des mouvements latéraux de la nuque. Généralement, ces mouvements-là vont être conservés dans le syndrome méningé. Par contre, si on voit que les mouvements latéraux sont bloqués, là, il faut plutôt parler d'un torticolis et beaucoup de gens viennent parce qu'ils ont des douleurs de la nuque en croyant qu'ils ont une méningite alors que c'est un torticolis, donc c'est un problème purement musculaire. Donc, on va voir que les mouvements latéraux sont conservés. Et du coup, on va, avec la main droite, faire une antiflexion, donc essayer de ramener la tête vers l'avant. Et là, on va voir que ce mouvement est impossible ou bien ce mouvement est difficile à réaliser. Donc, on parle là d'une raideur de la nuque. Donc, dans les syndromes méningés avancés, dans les méningites bactériennes, vous aurez carrément la nuque rejetée vers l'arrière, bloquée complètement et toute tentative de faire une antiflexion est quasi impossible. En faisant ce mouvement d'essayer de faire une antiflexion de la nuque sur le thorax, l'œil de l'examinateur doit être fixé sur les genoux. Donc, avec la constatation de cette raideur, vous aurez une flexion réflexe des deux genoux. Ça s'appelle le signe de Brudzinski. On peut également rechercher un troisième signe méningé physique, qui est le signe de Koenig. Toujours le patient en décubitus dorsal, on va essayer de faire une flexion des deux membres inférieurs sur le tronc, tout en gardant les membres inférieurs en extension. Donc, il faut fixer les genoux. En arrivant à un certain degré, vous aurez une flexion des genoux. Il est quasi impossible de garder les deux membres inférieurs en extension totale. Ça s'appelle le signe de Koenig. Dans les méningites bactériennes avec un tableau complet, on va avoir généralement une attitude qui s'appelle l'attitude ou bien la position en chien de fusil. Le patient va avoir les 4 membres en flexion, donc flexion des genoux, flexion également des coudes. Il va avoir le dos courbé et il va tourner son dos vers la lumière pour éviter la lumière à cause de la photophobie. Cette attitude d'avoir le dos courbé contre la lumière, d'avoir
les membres en flexion et une nuque qui est raide, ça s'appelle une attitude en chien de fusil. Également, on peut rechercher un autre signe qui s'appelle l'arrêt méningitidique de Trousseau. Vous allez essayer de tracer par votre stylo, donc ou bien par le bout de marteau réflexe, essayez de tracer une ligne sur une grande surface, donc sur le tronc, sur l'abdomen, et vous allez voir qu'il y a une rougeur qui va apparaître. Elle est facile à apparaître et elle est difficile à disparaître. C'est des troubles vasomoteurs liés à l'atteinte méningée et on appelle ça l'arrêt méningitidique de Trousseau. De même, on doit toujours vérifier est-ce que le patient est plus ou moins hostile à l'examen clinique. Cette hostilité est parfois liée à une hyperesthésie cutanée. Donc le patient ne se laisse pas faire parce qu'il a cette hyperesthésie, donc on ne peut pas l'examiner vraiment convenablement. C'est pas de l'hostilité liée à des signes encéphalitiques, c'est plutôt une hyperesthésie cutanée qui rend le patient difficile et non coopérant parfois. Ça, c'est le syndrome méningé qu'on peut constater chez le grand enfant et chez l'adulte. Par contre, chez le nourrisson, ces signes-là peuvent être absents et là, on parle de signes trompeurs. Alors, chez l'enfant, bien chez le nourrisson, il faut plutôt rechercher une hostilité que les parents vont vous ramener. Un refus de téter, des pleurs incessants. Au lieu d'avoir une raideur de la nuque, on va plutôt avoir une hypotonie. Et en dehors des pleurs, vous allez constater un bonbon de la fontanelle antérieure. Alors pour la fontanelle antérieure, il y a beaucoup de médecins qui vous disent il y a beaucoup de nourrissons qui ont une fontanelle antérieure bombante, même en dehors des cris. Oui, ça existe. Mais quand vous mettez votre main sur cette fontanelle, vous allez la sentir battante, ce qui est tout à fait normal et donc c'est une fontanelle qui n'est pas pathologique. Par contre, si vous avez un bonbon de la fontanelle antérieure et qui est non battante, donc la fontanelle antérieure elle est bombante et non battante, là c'est plutôt un signe qui peut orienter vers une inflammation des méninges. À côté de ce constat de syndrome méningé fonctionnel et ou physique, on doit toujours rechercher le syndrome infectieux, c'est-à-dire qu'on doit rechercher la fièvre. Alors, si vous avez de la fièvre, là, c'est plutôt un syndrome méningé qui va orienter vers une méningite, et les méningites sont parmi les pathologies infectieuses urgentes les plus redoutables, donc ça peut cacher une vraie urgence diagnostique et thérapeutique. Si vous n'avez pas de fièvre, là, le syndrome méningé peut éventuellement être dû à une hémorragie méningée. Je signale que les hémorragies méningées, après 48 heures d'évolution, peuvent s'accompagner de fièvre et c'est dû à la dégradation des éléments sanguins qui va provoquer qui va libérer des produits pyrogènes qui vont donner de la fièvre. Donc, il faut toujours se référer au début de la symptomatologie. Si le patient est formel que le début était brutal et qu'il n'y avait pas de fièvre pendant 48 heures, alors la fièvre qui va survenir à partir du 3e jour n'est pas un vraiment solide pour évoquer une méningite et parfois c'est grâce à ça qu'il faut aller vers demander des explorations neuroradiologiques avant de pratiquer une ponction lombaire chez ces patients-là. On doit signaler également que certaines méningites virales peuvent ne pas donner de la fièvre lors de leur évolution et la découverte de l'atteinte méningée est vraiment fortuite ou bien lors d'un contexte épidémiologique bien précis. Avec le constat de ce syndrome méningé, avec le constat de la fièvre, on doit rechercher les signes neurologiques associés. C'est impératif. S'il y a des signes neurologiques associés à ce tableau de syndrome méningé fébrile, on parle de signes encéphaliques.
Donc, ces signes encéphaliques peuvent être des signes de focalisation, tels qu'une hémiplégie, une paralysie des paires crâniennes, la constatation d'un glow vesical, surtout pour les syndromes méningés donc traînants, ça rentre dans le cadre des méningites subaiguës et chroniques, et l'existence de signes basilaires. Ces signes encéphaliques peuvent être des convulsions, qu'elles soient des convulsions généralisées, ou bien partielles, ou carrément un état de mal convulsif. Ces signes encéphaliques peuvent être des troubles psychiques. C'est très classique chez les sujets âgés. Ils peuvent venir avec un état d'agitation fébrile, des hallucinations également, et même un état de délire. Donc tout ça, s'ils sont associés à un syndrome méningé fébrile, on parle de signes encéphaliques associés et on doit craindre un tableau de méningoencéphalite plutôt qu'un tableau de méningite pure. Également, les troubles, la constatation des troubles neurovégétatifs, donc une irrégularité du rythme respiratoire, également de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, des mouvements respiratoires qui sont anormaux. Là, ça sous-entend qu'il y a une atteinte grave du temps cérébral et ça doit imposer une hospitalisation en réa parce que le pronostic est engagé dès l'apparition de ces troubles neurovégétatifs. On a fait le constat, on a examiné le patient, il a juste des signes méningés fébriles ou carrément il a des signes méningés et encéphaliques fébriles. Je dois compléter mon examen clinique avec un bon interrogatoire et je complète l'examen clinique en vérifiant tous les appareils par appareil. Donc, je dois vérifier par mon interrogatoire le début. Est-ce que le début était brutal, horaire, ou bien c'était plutôt un début qui date depuis quelques jours, donc précédé par exemple, une rhinopharyngite. Et ce début horaire peut orienter vers une variante de méningite, c'est les méningites à streptocoque pneumonique qui ont un début vraiment horaire explosif. Par contre, les méningites à méningocoque, ils ont plutôt un début insidieux, précédé d'une rhinopharyngite qui va durer 2 à 3 jours avant l'apparition des signes méningés et avant l'apparition de purpura. Également, on doit rechercher un terrain. Donc, certains terrains font plus de méningites que d'autres. Les personnes immunodéprimées, les personnes qui ont des antécédents de traumatisme crânien, les personnes qui ont des antécédents de splénectomie ou bien d'asplénisme fonctionnel, ceux qui sont suivis pour une hémoglobinopathie, drépanocytose essentiellement, les cirrhotiques, les insuffisants rénaux, les diabétiques, ce sont des gens qui ont un système immunitaire qui se défend mal, mais on insiste là par rapport au terrain, par rapport à certains types de méningites. Une personne qui a la notion d'un trauma crânien, même très ancien, une personne qui a une otite chronique récidivante, qui a une sinusite qui n'est pas bien suivie, une personne qui est drépanocytaire, une personne splénectomisée, un cirrhotique, ce sont des personnes qui ont plus de chances de faire des méningites ou des méningoencéphalites à pneumocoque et qui peuvent ou bien qui risquent de récidiver. Les sujets âgés, les extrêmes âges peuvent faire des méningites à hémophilus. Donc le terrain également est important à signaler. Et ces notions épidémiologiques, eh bien ces notions d'interrogatoire sont très importantes et toute information est importante à signaler. Donc il ne faut jamais hésiter à poser toutes les questions possibles et imaginaires. Parmi les questions qu'on doit poser, c'est surtout la recherche de la prise d'antibiotiques qui passe la barrière hémoméningée. Pourquoi on doit rechercher ça? Parce que on a tendance à traiter toute fièvre avec une antibiothérapie. C'est le cas de tous les Algériens, même si le médecin ne fait pas la prescription.
le patient peut aller chez le pharmacien, il achète l'antibiotique qui lui convient le plus, surtout quand il s'agit de son enfant qui est malade. Alors, il y a certains antibiotiques qui peuvent passer la barrière immunoménagée et qui vont décapiter le tableau clinique et décapiter les résultats de la ponction lombaire. Il faut connaître les antibiotiques qui passent la barrière hémoménagée et qui peuvent vous donner une méningite décapitée. Donc, il faut connaître quelle est la molécule, à quelle dose elle a été prescrite et elle a été prise pendant combien de temps? 2 jours, une journée ou bien juste une prise. Donc, une prise ne peut pas vraiment modifier un LCR pathologique. Par contre, si le patient a pris pendant 2 jours, là, on a de fortes chances que le LCR ne soit pas très concluant et que cette méningite peut être une méningite bactérienne décapitée par cet antibiotique. Alors, parmi les antibiotiques qui passent la barrière immunoménagée, on va commencer par la famille des bêta-lactamines. Donc, dans les bêta-lactamines, commençons par les pénicillines. Les pénicillines passent la barrière immunoménagée, mais pas toutes les pénicillines. On a essentiellement la pénicilline G, mais à de très fortes doses. Heureusement, ce n'est pas donné en ambulatoire. Mais il y a un autre antibiotique de la famille des pénicillines qui est la pénicilline A. C'est le fameux amoxicilline qui est donné dans toutes les situations de fièvre et c'est un médicament qui est connu par tous les Algériens. L'amoxicilline, malheureusement, passe très bien la barrière immunoménagée et risque de décapiter une méningite bactérienne. L'amoxicilline, parfois, est associée à l'acide clavulanique. Ça nous donne une molécule qu'on connaît tous, c'est l'augmentin. Donc, l'augmentin est un antibiotique qui est donné souvent et à tort et à travers. Mais l'association de l'amoxicilline à l'acide clavulanique rend la molécule très grosse et elle ne peut pas passer la barrière immunoménagée. Donc, si un patient vient et vous donne la notion de prise d'augmentin, l'augmentin n'est pas un antibiotique qui passe la barrière immunoménagée, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Il ne s'agit pas d'une méningite décapitée. Également, dans la famille des pénicillines, on a les pénicillines à usage hospitalier. Heureusement, c'est des pénicillines qui ne sont pas utilisées en ambulatoire et donc, normalement, il n'y a pas de risque. On passe aux céphalosporines. Il faut savoir que les céphalosporines de première et deuxième génération ne passent pas la barrière immunoménagée. Donc, si un patient est sous céphalexine, ça ne pose pas de problème, ça ne passe pas la barrière immunoménagée, ou bien un patient sous INAT. Par contre, si le patient a été mis sous céfixime, donc le fameux Orocan, là, l'Orocan est une céphalosporine de troisième génération, qui est donnée par voie orale et qui passe bien la barrière immunoménagée et peut décapiter une méningite bactérienne. Toutes les céphalosporines de troisième génération passent la barrière immunoménagée. Pour les autres produits à usage hospitalier, normalement, il n'y a pas de problème parce qu'on sait bien qu'ils ne sont pas manipulés en ambulatoire et personne ne pourra injecter ces produits à titre externe. On passe à d'autres familles d'antibiotiques qui passent la barrière immunoménagée. Donc, grosso modo, je ne vais pas trop m'étaler là. On a le cotrimoxazole, donc l'association d'un sulfamide avec le trimethoprim. Donc, le cotrimoxazole passe bien la barrière immunoménagée. Pour les nitroimidazolés, donc le flagyl, le metronidazole passe bien la barrière immunoménagée. Pour les fluoroquinolones, que ce soit le Flocet, le floxacine, le ciprofloxacine, toutes les fluoroquinolones passent la barrière immunoménagée. Donc, il faut faire attention. Également, les antituberculeux. Donc, ils passent la barrière immunoménagée et heureusement d'ailleurs, quand on a une tuberculose neuroméningée, si les antituberculeux ne passaient pas, on n'aurait pas vraiment
des solutions pour des patients qui ont des méningites tuberculeuses. Pour certains antibiotiques utilisés également en ambulatoire, il y a beaucoup qui ne passent pas la barrière immunoménagée et donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est le cas des macrolides, les aminosides, c'est le cas des cyclines et donc on peut les prescrire sans problème, sans qu'on puisse décapiter une méningite. À côté de cette notion de recherche d'antibiotiques qui passe la barrière immunoménagée, notre examen clinique va nous permettre de rechercher un purpura. Donc, quand on examine un patient qui a un syndrome méningé fonctionnel et ou physique, il faut toujours dévêtir le patient à la recherche d'un purpura. Si le purpura existe, il faut bien l'entourer et il faut considérer ça comme étant un signe en faveur d'une méningite cérébrospinale ou bien d'une méningite à méningocoque. On a dit que tout purpura fébrile est une méningococcémie jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est un élément très important à rechercher et on ne peut pas le rechercher si on examine des patients qui sont pas dévêtus. Également, on doit rechercher par l'examen clinique les signes de sepsis, donc les signes d'intolérance, donc que ce soit une intolérance respiratoire, hémodynamique, rénale, donc toute défaillance d'organes associés à un syndrome méningé est considérée comme des signes de sepsis plutôt que des signes juste associés à cette méningite. Logiquement, une méningite est une infection neuroméningée et elle doit respecter soi-disant l'organe touché. Quand il y a une participation d'un autre organe, là, ça rejoint le sepsis. Alors, il y a beaucoup d'examens à demander devant un syndrome méningé fébrile, donc un syndrome méningé ou un syndrome méningoencéphalique fébrile. On doit plutôt demander une glycémie, on doit demander une numération de formule sanguine, un bilan rénal, un ionogramme sanguin, un bilan inflammatoire. Parfois, on peut aller vers l'imagerie, on va voir les indications de cette imagerie. On peut demander un fond d'œil, mais l'examen clé qui pose le diagnostic d'une méningite, c'est l'APL. Donc, à chaque fois quand on est devant un syndrome méningé, on doit toujours avoir en tête que je dois réaliser une ponction lombaire. Maintenant, la faisabilité de cette ponction lombaire, donc peut différer d'un patient à l'autre. Je peux la pratiquer en urgence, sans aucun problème, mais parfois je suis obligé de vérifier certaines contre-indications à cette ponction lombaire qui peuvent être des contre-indications absolues, comme ça peut être des contre-indications temporaires, donc par rapport à la situation ou bien par rapport à des contre-indications temporaires. Donc la ponction lombaire, qui est l'examen clé pour diagnostiquer une méningite ou une méningoencéphalite, et l'examen qui permet de confirmer et il permet également, par l'étude de LCR, de rechercher l'étiologie. Pour réaliser une ponction lombaire, il faut avoir du matériel dédié, donc des gants stériles, des seringues, une rachianesthésie plus ou moins. En Algérie, on n'a jamais pratiqué une ponction lombaire à la recherche d'une méningite sous rachianesthésie. On doit avoir un antiseptique, on préfère toujours les produits iodés, donc que ce soit la bétadine ou bien l'alcool iodé. Pourquoi? Parce que les produits iodés, ils ont une meilleure efficacité sur le staphylocoque cutané. Donc, il faut vraiment que la peau soit carrément désinfectée de ce staphylocoque pour ne pas l'introduire quand on réalise notre geste. Donc, on l'applique, on attend 30 secondes avant d'introduire l'aiguille. On doit avoir des compresses stériles, on doit avoir du sparadrap, des chances stériles et un trocar ou bien l'aiguille de CUS qui est l'aiguille qui va nous permettre de réaliser la ponction lombaire. Pour la procédure, donc on doit avoir un patient en décubitus latéral de préférence
pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle des PL à minima, surtout si on craint un syndrome d'HIC débutant, donc un syndrome d'hypertension intracrânienne débutant. Ou bien, si on veut avoir un geste réussi et facile à faire, c'est plutôt la position assise avec un dos rond. Donc, il faut que le patient courbe son dos vers l'examinateur. La tête et l'épaule doivent être en bas pour libérer au maximum les espaces intervertébraux. On doit repérer les deux crêtes iliaques et on doit tracer une ligne horizontale qui va joindre ces deux crêtes iliaques et on doit choisir le point d'intersection de votre colonne vertébrale et cette ligne qui joint les deux crêtes iliaques. Et c'est à ce moment-là, c'est à cet endroit-là qu'on va réaliser notre ponction lombaire. Généralement, ça doit se passer dans l'espace L4, L5 et parfois même dans l'espace L5, S1. Ce sont les espaces, disons, les plus sécurisés pour réaliser la ponction lombaire sans avoir des incidents neurologiques. On doit ensuite mettre les gants stériles après avoir repéré le point de ponction. On doit badigeonner avec de la bétatine du centre vers la périphérie. Généralement, on utilise deux badigeonnages. Le premier, on attend 30 secondes, on refait le deuxième et on attend 30 secondes avant d'introduire l'aiguille. Donc, on demande, en introduisant l'aiguille au patient, d'inspirer profondément et on doit piquer d'une façon ascendante en inclinant le biseau de l'aiguille à peu près de 25 à 30 degrés pour suivre l'espace intervertébral. Ensuite, on va recueillir le LCR. Donc, on enlève donc on va plutôt introduire et on doit essayer de voir est-ce que le LCR, notre aiguille ramène du LCR et on doit recueillir le LCR dans 3 tubes. On essaye d'avoir 2 cc par tube. Le premier tube va être envoyé pour l'étude cytologique. Le deuxième tube va être envoyé pour l'étude biochimique, le dosage d'albuminorachie, de glycorachie et de chlore. Et le troisième tube doit être envoyé pour la bactério. Donc, la bactério, les gens de la bactério, ils vont essayer de faire un examen direct. Ils vont faire une coloration gramme. Ils vont mettre le LCR en culture pour pouvoir isoler un germe et avoir par la suite un antibiogramme. Et parfois, quand surtout on a une notion de prise de traitement antibiotique qui passe la barrière immunoménagée, on doit réaliser une contre-immunoélectrophorèse pour essayer de confirmer le diagnostic par cette contre-immunoélectrophorèse parce qu'on sait que cette antibiothérapie qui passe la barrière immunoménagée risque de rendre les cultures négatives. Alors, même si on parle de la réalisation de PL d'une façon théorique, je pense que la meilleure manière, après, Inch'Allah, que cette période de Covid-19 passe, tout externe est censé passer dans des services d'urgence et assister à la réalisation d'une ponction lombaire. Ou bien carrément, allez-y sur YouTube et voir des vidéos qui vont faire une démonstration de la réalisation de la ponction lombaire. Toujours dans la ponction lombaire, quelles sont les indications et quelles sont les contre-indications de la ponction lombaire? Alors, les indications sont essentiellement un syndrome méningé fébrile. Donc, on ne doit pas trop discuter. Vous constatez que le patient a un syndrome méningé fonctionnel et ou physique et qu'il a de la fièvre, là, ça devient une urgence. Il faut pratiquer la ponction lombaire. Également, on fait une ponction lombaire quand on constate un purpura fébrile. La ponction lombaire également
est indiquée quand vous avez des signes encéphaliques fébriles. Et chez le nourrisson, l'indication de la ponction lombaire est encore plus large. Donc, chez les nourrissons, on est amené à faire des ponctions lombaires devant une convulsion fébrile, surtout quand il s'agit de premiers épisodes, avant de conclure que c'est des convulsions liées juste à l'intolérance à la fièvre. On doit la réaliser également si on est devant un état fébrile avec un changement de caractère du nourrisson, donc un refus de tétée, des pleurs incessants, également en cas de gastro-entérite fébrile chez les nourrissons et même en cas de fièvre nue, donc sans signe d'orientation. Tout ça, ce sont des indications à la ponction lombaire chez les nourrissons. Et vous avez compris parce que le tableau méningé chez le nourrisson est totalement différent du tableau de syndrome méningé chez le grand enfant et chez l'adulte. L'APL est parfois indiquée lors de l'exploration d'une fièvre au long cours. Là, c'est pas l'urgence, c'est plutôt l'exploration. Quelles sont les contre-indications de l'APL? Alors, les contre-indications sont essentiellement l'existence d'un syndrome d'HIC clinique. Donc, j'ai dit tout à l'heure, si la céphalée est vraiment insupportable avec une photophobie importante et des vomissements faciles en jet répétés d'une façon continuelle et qui ne soulagent pas le patient, là, ça sous-entend que probablement vous êtes devant un syndrome d'HIC. Alors, avant de réaliser l'APL, il faut plutôt demander une exploration neuroradiologique et éliminer une contre-indication à l'APL. Si cette exploration vous montre un œdème cérébral diffus, ça devient une contre-indication à l'APL parce que vous risquez de faire un engagement pour votre patient. Également, si on a des troubles de l'hémostase, si vous avez un TP bas, donc un TP vraiment moins de 25%, là, il faut jamais tenter de faire la ponction lombaire. Alors faites attention chez les patients qui sont déjà sous anticoagulants et qui ont souvent des TP qui doivent être entre 25 et 35. C'est limite et vous risquez de créer une hémorragie et des hématomes qu'on ne pourra pas gérer. Donc la PL peut être différée ou bien carrément elle n'est plus indiquée chez ces patients-là. Également, si on a un taux de plaquettes inférieur à 25 000 par millimètre cube. Donc, ça devient une contre-indication à l'APL parce qu'il y a un risque de saignement. Sinon, les autres contre-indications sont considérées comme étant des contre-indications temporaires. Donc, c'est par exemple l'existence de signes encéphaliques. Donc, une personne qui a un syndrome méningo-encéphalique fébrile, donc vous avez constaté qu'il y a des troubles neurologiques associés, ou bien des troubles psychiatriques, ou bien des convulsions. Avant de réaliser votre ponction lombaire, il faut tout d'abord faire une exploration neuroradiologique. Donc vous pouvez donner la première dose de traitement qui vous paraisse le plus indiqué, et par la suite, vous allez envoyer le patient pour l'exploration neuroradiologique. S'il n'y a pas de contre-indication à la ponction lombaire, vous allez la faire après cette exploration neuroradiologique normale. Également, la PL peut être contre-indiquée quand on a un problème local. Par exemple, une personne qui a un spina bifida, donc dans la région lombaire, ou bien quelqu'un qui a un abcès dans la région lombaire. Là, on ne peut pas toucher cette zone-là. Alors, il vaut mieux aller pour réaliser une ponction sous-occipitale. Ça va donner les mêmes informations. Il y aura moins de risques pour cette ponction sous-occipitale. Également, on préfère ne pas réaliser la PL si l'évolution du tableau clinique date de plus de 3 jours. Même si le patient ne présente que des signes méningés, sans signe encéphalique, sans signe de focalisation, et que l'évolution date de plus de 3 jours, s'il s'agit d'une méningite bactérienne, 3 jours vont permettre au phénomène inflammatoire de s'installer et donc on a plus de risques d'avoir un syndrome d'HIC. Alors avant de pratiquer la ponction lombaire, si l'évolution date de plus de 3 jours, il faut réaliser une exploration neuroradiologique. Alors, qu'est-ce que l'APL va nous permettre de voir? L'APL
étant l'examen de choix, ou bien étant le seul examen qui peut confirmer une méningite, il va permettre de retirer un LCR. Donc, il faut tout d'abord connaître c'est quoi un LCR normal, c'est quoi un liquide céphalorachidien normal. Un liquide céphalorachidien normal est un liquide qui coule d'une façon normotondue, donc vous allez constater que ça coule goutte à goutte, ça ne gicle pas, donc il n'y a pas une hyperpression, ou bien c'est pas très long, c'est pas le goutte à goutte, la goutte à goutte qui va couler dans 10 secondes, vous aurez une seule goutte. Là, ça sous-entend qu'il y a une hypotension intracérébrale, donc il est normotendu. La couleur, ça donne l'aspect d'eau de roche. Donc vraiment, il est incolore et ça ressemble réellement à l'eau de roche. La cytologie, quand vous faites l'analyse d'un LCR normal, est toujours inférieure à 10 éléments par millimètre cube. La protéinorachie est toujours inférieure à 0,5 g par litre. Elle varie dans la majorité des cas entre 0,2 et 0,3 g par litre. Et la glycorachie doit être supérieure ou égale à la moitié de la glycémie. Pour le chlore, on peut avoir des dosages du chlore au niveau du LCR qui varient entre 120 et 130 millimoles par litre, c'est l'équivalent de 7,1 à 7,3 grammes par litre. Mais actuellement, le dosage de chlore a peu de valeur. Donc, à l'époque, on le faisait essentiellement pour les méningites tuberculeuses, mais maintenant, c'est pratiquement abandonné dans tous les labos. Alors, si on a un syndrome méningé fébrile et que notre ponction lombaire nous ramène un LCR qui a toutes les caractéristiques d'un LCR normal. Ça veut dire quoi? Comment expliquer ce syndrome méningé alors que la ponction lombaire est tout à fait normale? On parle là de méningisme. Donc le méningisme étant un syndrome méningé fébrile avec un LCR normal à la PL. Ce méningisme peut avoir beaucoup de causes. On doit prioriser certaines causes infectieuses qui restent quand même fréquentes en Algérie, telles que la fièvre typhoïde. Donc la fièvre typhoïde peut donner un méningisme, donc le tableau peut être trompeur. Et avant de penser à la fièvre typhoïde, souvent, beaucoup de médecins lors du premier septenaire, à cause de la céphalée, à cause de la constipation, de la fièvre, ils vont se dire probablement c'est une méningite et quand ils font la PL, elle est tout à fait normale. Également, devant un méningisme, on doit discuter le paludisme de primo-invasion. Donc, une personne qui vient d'un pays tropical et qui présente une symptomatologie méningée fébrile, le paludisme doit être une priorité et si on devrait réaliser une PL, normalement en même temps, on est censé également réaliser une goutte épaisse et un frottis sanguin. La pneumonie franche lobaire aiguë est une cause très fréquente, surtout en saison froide. Donc, on a beaucoup de pneumonie à pneumocoque et qui donne un tableau qui ressemble parfaitement à une méningite. Mais quand vous faites la PL, elle est tout à fait normale. Alors, à ce moment-là, la réalisation d'un téléthorax d'une radiographie pulmonaire est systématique devant un syndrome méningé fébrile. Pour les infections ORL, donc certaines infections ORL peuvent donner également de la céphalée, peuvent donner une raideur de la nuque et également de la fièvre. Il faut bien examiner la sphère ORL si vous avez si la PL a été réalisée et qu'il s'agit d'une PL qui est tout à fait normale. Également, chez le jeune âge, donc les enfants de moins de 5 ans, parfois la pyélonéphrite également peut donner une symptomatologie méningée fébrile et on va réaliser la PL malheureusement avant de réaliser une bombe urinaire ou un examen des urines. Alors qu'on préfère faire tout d'abord des examens qui ne sont pas invasifs afin de réaliser la ponction lombaire. Certains profils méritent d'être discutés. Par exemple, les personnes hystériques risquent de venir également pour un syndrome méningé qui a l'air d'être fonctionnel et physique, même en l'absence de fièvre. Le fait que le patient vous ramène qu'il a fait de la fièvre, vous êtes
dans l'embarras pour dire est-ce que je réalise ma ponction lombaire ou pas. Et parfois on la réalise, elle est tout à fait normale. Et en interrogeant les patients, l'entourage, on voit que c'était plutôt un problème de conflit. Et donc l'hystérie également est parmi les causes de méningisme. De même que pour l'insolation, les gens qui partent à la plage lors de la saison estivale, surtout entre, disons, midi et 17 heures. Donc, l'exposition au soleil à ce moment-là risque de provoquer des vrais dégâts et ils vont faire une insolation. L'insolation donne également un tableau qui ressemble à un syndrome méningé. Et malheureusement, avec l'insolation, on a souvent de la fièvre associée. Mais quand on pratique la PL, la ponction lombaire va revenir tout à fait normale. Donc, ce sont des situations où le syndrome méningé fonctionnel et ou physique est là et la ponction lombaire est tout à fait normale. Donc, c'est ça le méningisme. Quels sont les renseignements qu'une PL va nous fournir? La PL va nous permettre de distinguer deux grandes entités par rapport à l'aspect de LCR. Alors, on distingue souvent les LCR purulents, donc on parle de méningite bactérienne ou de méningite purulente, et les LCR clairs, et là, on parle de méningite à liquide clair. Donc, pour la méningite purulente, il s'agit de vraies urgences thérapeutiques et ou épidémiologiques, c'est-à-dire que en réalisant ma ponction lombaire, je vois que les premières gouttes, c'est de pus. Donc, ça a l'air, ça donne un aspect trouble ou un aspect d'eau de riz, donc ça ressemble à l'eau de riz, ou c'est franchement purulent, donc c'est jaunâtre ou bien verdâtre. Le fait de constater ça, il faut réaliser peut-être une hémoculture et commencer d'emblée le traitement antibiotique sans attendre les résultats du laboratoire. Parce que c'est une vraie urgence et il ne faut pas tarder à mettre le traitement spécifique, sinon vous risquez, ce retard risque d'aggraver les phénomènes inflammatoires et on aura des conséquences graves pour le patient. Il ne faut jamais oublier que c'est une infection du système nerveux et toutes les séquelles ne sont pas les bienvenues. Alors, une méningite bactérienne est un vrai souci pour tout médecin. Et en Algérie, on a un consensus qui prend en charge ces méningites bactériennes. Par contre, si le LCR n'est pas purulent, on est plutôt devant une méningite à LCR clair. Donc, un LCR clair peut avoir l'aspect eau de roche, donc ça ressemble à un LCR tout à fait normal. Ça peut être un LCR opalescent, donc vous allez constater juste avec la lumière que certes c'est de l'eau, mais c'est un peu flou, donc ça ne fait pas bien passer la lumière. Donc on parle d'un LCR opalescent. Également, l'aspect citrin est considéré comme étant aspect d'un LCR clair, de même que l'aspect xanthochromique. Tout ça sont considérés comme des LCR clairs quand ils sont pathologiques. Ce LCR clair, contrairement à l'LCR purulent qui est une urgence thérapeutique qui mérite de mettre un traitement antibiotique sans attendre les résultats du labo, il faut toujours être méfiant devant une méningite à LCR clair parce qu'il faut bien analyser le contexte épidémiologique, il faut bien analyser le tableau clinique, l'aspect évolutif de votre tableau clinique et les résultats biologiques à demander avec votre ponction lombaire. Donc, il y a d'autres choses à discuter. Il y a le bilan inflammatoire, la formule, ainsi que d'autres examens biologiques. Et du coup, on va arriver à distinguer deux grandes entités de méningite. On va avoir les méningites avec un LCR purulent, ce sont les méningites purulentes ou bien les méningites bactériennes, et on va avoir les méningites à LCR clair qui posent toujours, je l'ai dit tout à l'heure, un problème de diagnostic étiologique. Donc pour les méningites purulentes,
L'analyse de LCR va montrer une cellularité qui dépasse les 1000 éléments par millimètre cube. Dans certains types de méningites, ça dépasse de loin ces chiffres-là. Je cite l'exemple de méningite à pneumocoque. C'est l'analyse de ces cellules qui ont été vues au microscope optique va montrer une prédominance de polynucléaires altérés. Et ce sont les polynucléaires altérés qui vont donner cet aspect purulent à l'LCR parce que c'est eux qui vont s'attaquer aux bactéries et ils vont donc les détruire à l'intérieur de la cellule et ils vont s'éclater pour donner cet aspect purulent. Donc, une prédominance de polynucléaires altérés, mais vous pouvez avoir l'existence également de polynucléaires non altérés et de lymphocytes. L'albuminorachie est franchement élevée. Elle dépasse les 1 g par litre. Dans les authentiques méningites à pneumocoque, vous aurez plutôt des albuminorachies qui dépassent les 3 g par litre. Parce que le pneumocoque a un pouvoir exudatif très important. Dans les méningites à méningocoque, ça peut être entre 1 g et 2 g par litre. Et quand on analyse la glycorachie, elle est effondrée. Je vous rappelle que quand vous réalisez la PL, c'est au même moment qu'il faut réaliser la glycémie. Il ne faut pas faire la glycémie en retard, sinon vous allez mal interpréter votre glycorachie parce que la glycorachie étant le rapport entre l'interprétation de la glycorachie, ça se fait par le rapport entre la glycorachie constatée et la glycémie. Quand pour les méningites à liquide clair, la cytologie est souvent inférieure à 1000. Dans les méningites virales, qui sont les plus fréquentes, c'est l'étiologie la plus fréquente des méningites à liquide clair, c'est souvent inférieur à 500 éléments par millimètre cube. Dans le même contexte, on va avoir une prédominance lymphocytaire, mais parfois on peut tomber sur ce qu'on appelle des formules panachées. On va trouver des polynucléaires non altérés, on va trouver des lymphocytes et même quelques polynucléaires altérés. L'albuminorachie est souvent inférieure à 1 g par litre, sauf pour les méningites chroniques donc au bacille de Koch ou l'hystérienne, où la glycorachie, plutôt l'albuminorachie va être plus élevée et vous allez pratiquement constater une dissociation albuminocytologique. Et enfin, la glycorachie, dans les méningites à liquide clair, la glycorachie est toujours considérée comme étant l'élément décisif. Donc, ça va vous permettre une orientation vers une origine virale ou une origine bactérienne, ou même ça va discuter d'autres étiologies non infectieuses. Devant un LCR purulent, quels sont les germes qu'on doit discuter? En premier lieu, on va discuter le pneumocoque. C'est le cas en Algérie. Pratiquement toutes les méningites purulentes déclarées sont dues au pneumocoque. Ça sous-entend que on a beaucoup de foyers ORL non traités qui traînent. On a beaucoup de traumas crâniens, de splénectomisés, des sujets immunodéprimés. En deuxième lieu, c'est le méningocoque. Chaque année, on recense à peu près une trentaine jusqu'à une quarantaine de cas de méningite à méningocoque déclarés en Algérie. C'est pas beaucoup. Si on compare ça, par exemple, au Maroc, qui déclare chaque année des milliers de cas. En troisième lieu, c'est l'hémophilus influenzae. Donc, il a perdu sa place, l'hémophilus influenzae, depuis la généralisation de la vaccination anti-hémophilus influenzae B, qui a été introduite en Algérie en 2008. Et depuis, on ne voit plus de méningite purulente à hémophilus chez les nourrissons. En quatrième position, c'est l'Listeria monocytogenes, qui peut donner un LCR purulent, mais qui peut donner également un LCR clair. Donc,
Ça peut se jouer dans les deux sens. Et enfin, ça peut être un autre germe, tel que les salmonelloses mineures chez, par exemple, les drépanocytaires et chez certains sujets immunodéprimés, les bacilligrammes négatifs dans les méningites d'inoculation et les méningites de nouveau-nés, le staphylocoque également dans les méningites d'inoculation. Là, c'est pour les méningites purulentes. Gardons en tête que actuellement, c'est le pneumocoque et le méningocoque qu'on doit souvent rechercher. Pour les méningites à liquide clair, il faut toujours analyser l'étude de LCR par rapport au tableau clinique. Donc, on peut avoir un tableau clinique aigu. Alors, et à ce moment-là, ce sont les origines virales qui sont les plus fréquentes. Mais avant de conclure à une origine virale d'une méningite à liquide clair aiguë, il faut tout d'abord éliminer une méningite bactérienne à son début. Vous allez voir quand vous allez faire le cours de streptococcie et de méningococcie, on va vous dire que au début, donc lors des premières 24 heures, le LCR de méningite bactérienne peut être clair. Donc, il faut bien analyser le contexte clinique, épidémiologique, le terrain, et peut-être refaire l'APL quelques heures après. Également, il faut toujours discuter dans ce tableau aigu une méningite décapitée. Donc, on a cité tout à l'heure les antibiotiques qui peuvent passer la barrière immunogène et qui peuvent décapiter un tableau, une méningite, une authentique méningite bactérienne. Le contexte peut être subaigu ou chronique. Donc, si on a une méningite à liquide clair avec un tableau qui date depuis plus d'une semaine, voire quelques semaines, alors là, le problème reste un problème de diagnostic étiologique et certaines étiologies doivent à chaque fois être discutées. On doit discuter en Algérie essentiellement la tuberculose. On doit discuter également la listériose neuroméningée sur certains terrains. On doit discuter la brucellose qui est une zoonose assez fréquente en Algérie. On doit discuter les spirochètes telles que la leptospirose, la maladie de Lyme, la syphilis qui peuvent donner également des méningites subaiguës à chroniques. On doit discuter la cryptococcose neuroméningée chez les immunodéprimés. Et on ne doit jamais oublier que certains vascularites, certaines maladies granulomateuses telles que la sarcoïdose, certaines pathologies malignes, donc les méningites carcinomateuses existent, et certains foyers paraméningés. C'est quoi les foyers paraméningés? Parfois, vous avez un abcès localisé, donc une mastoïdite qui peut donner une réaction méningée qui peut être à liquide clair. Également, les emboles septiques d'une endocardite peuvent donner la même chose. Et même les abcès de cerveau peuvent donner un aspect d'LCR clair qui peut donc cacher derrière elle un abcès de cerveau. Donc, c'est l'intérêt de réaliser une exploration neuroradiologique à la recherche de ces étiologies. Revenons à l'LCR clair. Donc, on a dit que la glycorachie est un élément décisif. Donc, à chaque fois, si vous avez une glycorachie normale, donc c'est-à-dire que le rapport entre glycorachie et glycémie dépasse les 50%, on doit évoquer essentiellement les causes virales quand il s'agit d'un tableau aigu, les foyers paraméningés et les spirochètes quand il s'agit d'un tableau subaigu à chronique. Quand la glycorachie est basse, donc le rapport est inférieur à 40%, là, s'il s'agit d'un tableau aigu, je dois discuter essentiellement une méningite bactérienne à son début ou bien une méningite décapitée. Par contre, quand il s'agit d'un tableau subaigu à chronique, je dois discuter une méningite tuberculeuse, une méningite listérienne, une brucellose neuroméningée, une cryptococcose neuroméningée chez les sujets immunodéprimés et les méningites carcinomateuses également, donc les cellules carcinomateuses également bouffent le sucre comme les bactéries.
La dernière éventualité qu'on peut avoir quand on pratique notre PL, c'est d'avoir un LCR hématique. Et c'est pas rare comme éventualité. Alors, quand on a un LCR qui est hématique, je dois discuter essentiellement deux cas de figure. Le premier, c'est une PL traumatique. Ça arrive que je touche un vaisseau et que je suis en train de retirer du sang et plutôt que du LCR. Ou bien, il s'agit d'une hémorragie méningée. Pour faire la part des choses, je dois remplir 3 tubes, donc réaliser ce qu'on appelle l'épreuve des 3 tubes. Je laisse les 3 tubes dans une position verticale sans les bouger pendant au moins 10 minutes et je vais voir. S'il y a un caillot sanguin qui apparaît, ça sous-entend que c'est une PL traumatique. Par contre, si le LCR reste hématique sans qu'un caillou sanguin apparaisse, à ce moment-là, ça doit être une hémorragie méningée. Je dois envoyer le patient avec un courrier, avec les 3 tubes pour une prise en charge en neurochirurgie ou bien en réanimation, ça dépend du cas. Maintenant, on va voir les situations où on a des signes encéphalytiques associés à notre syndrome méningé. Donc, à chaque fois, si on a un tableau clinique d'une méningoencéphalite purulente, donc c'est un tableau clinique d'une méningoencéphalite, et l'APL a montré que le LCR est purulent, je dois discuter essentiellement le pneumocoque, ça reste le germe le plus incriminé dans les méningoencéphalites purulentes. Ça n'empêche que les emboles septiques, surtout des endocardites, peuvent donner également un aspect puriforme de LCR. Et l'exploration neuroradiologique va, dans la majorité des cas, trancher entre une éventuelle méningoencéphalite bactérienne et les emboles septiques. En cas de tableau clinique de méningoencéphalite à liquide clair aigu, là, je dois prioriser l'herpès. Donc, on doit toujours évoquer l'herpès devant toute méningoencéphalite aiguë à liquide clair normoglycorachique. Pourquoi évoquer l'herpès? Tout simplement parce que c'est une pathologie pour laquelle il y a un traitement spécifique et ce traitement spécifique va permettre d'éviter les dégâts et d'éviter des séquelles graves, sinon d'éviter même la mort. Mais actuellement, on doit également, si on demande des examens de PCR spécifiques pour l'herpès, en même temps, on doit demander des PCR pour d'autres maladies virales émergentes, telles que le West Nile, le Toscanavirus, et donc c'est des maladies qui existent en Algérie et les PCR de LCR devant des méningoencéphalites à liquide clair ont confirmé que ces maladies existent bel et bien en Algérie. Quand on a un tableau de méningoencéphalite à liquide clair subaigu ou chronique, généralement devant des tableaux pareils, on a des glycorachies qui sont basses. À ce moment-là, je dois discuter essentiellement la tuberculose, donc toute méningoencéphalite à liquide clair subaiguë à chronique et d'origine tuberculeuse jusqu'à preuve du contraire. La tuberculose reste une pathologie très fréquente en Algérie et on doit toujours faire attention et ne pas banaliser cette pathologie parce que ça peut évoluer vers des tableaux graves, donc ça peut aboutir à des décès et à des séquelles vraiment catastrophiques. Également, la listériose neuroméningée doit être évoquée, surtout chez les sujets âgés, diabétiques, chez les femmes enceintes. La méningoencéphalite bruxellienne, vu que la brucellose connaît actuellement une recrudescence en Algérie et ça devient une zoonose vraiment inquiétante. Et sur terrain d'immunodépression, je dois évoquer à chaque fois une cryptococcose neuroméningée si j'ai un tableau traînant et qui est associé des signes méningés et des signes encéphalitiques. Enfin,
devant une encéphalite pure, à chaque fois si on est devant une situation d'urgence où le tableau est plutôt encéphalitique, donc il n'y a pas de signe méningé, c'est juste des signes hallucinatoires, des convulsions, des signes déficitaires, avec de la fièvre qui évolue moins de 5 jours, je dois évoquer bien sûr l'herpès, parce que ma PL est tout à fait normale, donc il n'y a pas une participation méningée. Et je dois évoquer également les encéphalites présuppuratives. Et là, c'est l'intérêt de faire une bonne exploration neuroradiologique chez ces patients-là. Donc, on les traite souvent dans le cadre d'urgence par l'association de céphalosporine de troisième génération avec de la cyclovir injectable dans l'attente de réaliser une angio-IRM ou une IRM cérébrale. Donc, je ne sais pas ce que vous avez eu ce support sur PDF. Normalement, la fac aurait distribué tout ça à vos collègues. Donc, c'est pour voir juste les algorithmes à adopter quand on suspecte une méningite, comment interpréter un LCR par rapport donc à l'aspect purulent, par rapport à l'aspect clair, par rapport à la prédominance de polynucléaires ou de lymphocytes, les différents germes les plus incriminés devant une méningite dite bactérienne ou une méningite dite lymphocytaire. Et bien sûr, selon le consensus algérien, qu'il faut connaître comment prendre en charge une méningite purulente et quelles sont les urgences qu'on doit à chaque fois voir et quels sont les critères d'urgence pour hospitaliser le patient en unité de médecine normale ou bien en unité de soins intensifs. Donc, ça rejoint à peu près ce qu'on a dit par rapport au score de tri et de gravité qui sont le QIC SOFA et le score SOFA. Donc, j'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous avez pris note. Alors, essayez de poser les questions. Les facilitateurs de groupe MEDSA vont essayer de faire le tri de toutes les questions qu'on va aborder, Inch'Allah, dans la séance de révision de 20 mai, Inch'Allah, mercredi 20 mai. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, voici mon adresse mail. Essayez de me contacter, de m'envoyer des questions, des suggestions et on verra comment faire pour vous assurer tous les cours et les TD du module des maladies infectieuses. Je vous remercie et Inch'Allah, on se reverra le jeudi 14 pour le prochain live, Inch'Allah, ça va être les morsures et griffures. Allez, تصبحوا بخير.